Oui, bonjour à tous, c'est un grand plaisir parce que je reçois le président de l'association SOS Médecins Toulon, le docteur Christian Betty. Et cette association, moi je la connais depuis des années, SOS Médecins est une association que je connais bien et je suis vraiment très fier de vous recevoir. Vous deviez être accompagné par un docteur médecin généraliste, madame Lydie Ducrot, elle a la grippe. Oui, tout à fait. Bonjour et merci de nous recevoir, monsieur Armenté. Oui, on devait venir à deux. Je voulais venir avec une représentante des jeunes médecins qui ont intégré récemment, depuis quelques années, SOS Médecins, qui est la nouvelle génération de SOS Médecins. Mais effectivement, on a nous aussi ce problème-là de temps en temps des médecins qui tombent malades. C'est le risque du métier. Je disais, à la guerre, on risque de prendre nos buts quand on est médecin ou prendre les maladies des autres. Où en est cette grippe au fait aujourd'hui? Alors, on est en pleine épidémie. Le pic est probablement pas encore atteint, mais va pas tarder. C'est une épidémie, nous, pour SOS, qu'on a constaté, le début remonte à peu près à juste avant les vacances scolaires de fin d'année. On avait les premiers cas. Et puis ça a flambé pendant les vacances scolaires avec la désorganisation que ça engendre et toutes les interventions médiatiques, ministère de la Santé, etc. là-dessus. C'est un peu ce qu'on craint chaque année. C'est-à-dire que lorsque ces épidémies tombent au moment des vacances scolaires, où tout le monde est en flux tendu, où les médecins souvent sont absents, les médecins généralistes traitants habituels sont absents, les services d'urgence sont en effectif réduit aussi, etc. Enfin, en tous les cas, ne sont pas opérationnels au maximum. Donc chaque fois, voilà, c'est pas une épidémie exceptionnelle en nombre de cas, mais qui tombait au mauvais moment. Donc effectivement, ça entraînait une désorganisation, mais là, ça commence à aller un petit peu mieux. Vous savez, les cabinets de ville, ils sont un peu submergés en ce moment. Quand je suis venu vous rencontrer la semaine dernière pour préparer l'émission, puisque on va en parler, vous avez un centre de consultation sur place, à Valgora, on va en parler un peu plus. Ça a défilé sans arrêt. Et j'ai posé la question aux gens, pourquoi vous êtes venu chez SOS? Ils m'ont dit parce que mon médecin ne peut pas me recevoir avant 2 jours. Oui, c'est ça. Après, c'est toutes les implications sur la démographie médicale. On va en parler aussi, mais ça c'est particulièrement grave. Alors, j'ai une question, ça va peut-être vous paraître stupide. Pourquoi ça s'arrête une épidémie? Qu'est-ce qui fait qu'une épidémie s'arrête? Parce que tant qu'il y a des corps à investir, la grippe, elle peut y aller. Pourquoi ça s'arrête? Alors c'est une bonne question. J'ai pas une réponse formelle et scientifique là-dessus, mais je pense qu'il y a des conditions à la fois climatiques pour que ça puisse prendre. Donc quand ça se modifie, les conditions sont peut-être moins favorables. Et puis surtout, je pense qu'il y a des gens qui sont plus à même de l'attraper. Là, c'est typique sur une épidémie de grippe dont on parle beaucoup en ce moment dans les médias. Quand on a 4 à 6 millions de cas, c'est une très très grosse épidémie. Je pense qu'on n'en est pas encore à ce nombre de cas, alors qu'on est 65 millions d'habitants en France. Donc, oui, c'est pour ça. Donc on a un pourcentage de la population, les personnes fragiles, etc., qui peuvent l'attraper. Une fois que ça a fait le tour de ces personnes-là, le virus descend. Et alors c'est pas propre au virus de la grippe, c'est vraiment toutes les épidémies où on a toujours les mêmes histoires. On a les premiers cas, puis ça diffuse très vite. On a un pic avec là à ce moment-là beaucoup de cas en même temps. C'est ce qui désorganise les services de soins. Et puis après, ça rebaisse derrière. On a des histoires parfois particulières. On a eu des grippes avec 2 pics. On a eu des grippes qui, au bout d'un mois, réapparaissent, peut-être parce que les conditions climatiques redeviennent favorables, etc. Ou alors qu'il y a un virus un petit peu différent qui apparaît et qui émerge lui aussi. D'accord. Alors, nous l'avons dit en préambule, SOS Médecins vient de fêter ses 50 ans, et si aujourd'hui cette association a accédé au rang d'institution, ce qui n'a pas toujours été le cas, nous allons en parler, eh bien les circonstances de sa création sont tout simplement ahurissantes, rocambolesques, et je vous propose de faire un petit bond en arrière de plus de 50 ans, nous sommes en 1966. Il est 20h lorsque les médecins de la nuit se relient au central, qui durant 12 heures va transmettre ses appels. Allô, ici SOS Médecins, j'appelle voiture numéro 3. Ici voiture 3, je prends votre appel. De quoi s'agit-il? Il se plaint de violentes douleurs côté gauche. Bien compris, j'y serai dans un quart d'heure. On est en 66 et les médecins de la préfecture de Paris qui devaient assurer la garde, ils étaient 2 pour Paris et la banlieue. Et alors, il y avait vraiment quelque chose à faire. En France, on traite mieux les tuyaux de plomb que les coronaires. Et qu'est-ce que je pouvais faire? J'avais pas d'argent, j'avais pas de relations, et la médecine était assez fermée à l'époque. Donc je vais voir les plombiers. Et je leur dis, voilà, vous avez un service qui marche très bien, je peux vous monter ça en médecine. Ils m'ont dit oui. Alors je téléphone à tous mes copains, je dis voilà, on va faire de la visite de nuit. Puis finalement j'en réunis 7, avec moi ça faisait 8. La presse était dithyrambique. Le France Soir, c'était
Ils font 9 appels de 2 vies sauvées. J'avais un peu menti, hein. On n'avait pas fait 9, on avait fait un petit peu moins. Ni les syndicats, ni le Conseil de l'ordre, ni les ministères n'ont été capables de le monter. Il a fallu que ce soit des jeunes médecins courageux. Enfin, c'est le service qu'il faut, etc. Un truc dithyrambique. Quant aux courageux médecins d'SOS Médecins, ils vont tous passer en conseil de discipline du Conseil de l'ordre. Quoi? Mais pourquoi? Et chaque fois me convoquer, il me dit ça, Lascar, je vais vous suspendre, on va arrêter le service, ça ne peut pas continuer comme ça. Très bien, monsieur. Moi, j'appelle toute la presse. Ce soir à 8h, parce qu'on faisait que la nuit, de 8h à 8h du matin. J'appelle toute la presse, et puis tous les appels qui tomberont, je dirais, nous on veut bien y aller, mais le Conseil de l'ordre ne veut pas. Eh oui, docteur Lascar, Marcel Lascar, en 1966. Alors, on peut rappeler quand même les circonstances qui sont quand même incroyables. C'est que nous sommes au mois de juin 66, chez lui, il a un dégât des eaux. Ouais. C'est-à-dire qu'il a une fuite à sa baignoire et c'est en pleine nuit et l'eau risque de faire de gros dégâts et il y a à l'époque à Paris un service qui s'appelle SOS Plombier qu'il appelle et une demi-heure après il y a un gars qui vient avec ses clés et qui répare la fuite. Et la semaine suivante, ça c'est beaucoup moins drôle, il a un de ses patients qui était un professeur d'histoire qu'il affectionnait beaucoup d'ailleurs et le lundi matin de la semaine suivante on sonne à sa porte. Et c'est l'épouse de son patient qui est tout en noir et qui se bottit dans ses bras. Et elle lui dit, samedi, il a fait une crise cardiaque, je suis venu vous chercher, mais vous n'étiez pas là puisque le docteur Lascar était parti en week-end. Je n'ai pas trouvé d'autre médecin et mon mari est mort. Oui, tout à fait. Donc c'est sur cette anecdote dramatique qui l'a vraiment fait réfléchir. Hein. Il s'est dit c'est pas possible, effectivement, comme on l'entend dans le reportage, qu'on soigne mieux les tuyaux que les coronaires. Je pense, j'ai le plaisir de connaître Marcel Lascar, que je salue si c'est un l'occasion phénomène, d'écouter, qui est une personnalité très attachante, très gentille, et à son âge, toujours très bon esprit, une très bonne vision des choses. Et je pense qu'effectivement, c'était un médecin très novateur à l'époque et qui a eu le courage et la force d'aller jusqu'au bout de son idée, en fait, devant ce constat qu'il y avait un manque et que voilà la prise en charge médicale était mal organisée. Il y avait au niveau des week-ends, il y avait des services de garde, comme il dit, il y avait 2 médecins de la préfecture de Paris, mais c'était pas organisé correctement et surtout, je pense que c'était complètement insuffisant en nombre. Et donc voilà, il a eu cette. Alors au-delà de son anecdote, ce qui est intéressant, c'est que il a un état d'esprit. Il avait à l'époque et il a toujours un état d'esprit un petit peu novateur, prêt à déplacer des montagnes, à bousculer un petit peu les choses établies pour arriver. Et l'histoire lui a donné raison. Et que cet état d'esprit, c'est vraiment, je pense, l'esprit de la fédération SOS Médecins maintenant. Et moi, ça fait plus de 25 ans que je suis à SOS Médecins. Et effectivement, on rencontre des personnalités, voilà, qui ont envie, qui ont cette envie de création, de novation, de faire avancer les choses. Et c'est un petit peu ce qu'on essaie de défendre au niveau de la fédération. La philosophie n'a pas changé. Si le matériel, si aujourd'hui la situation de SOS a changé, en revanche, je pense que l'esprit n'a pas changé. C'est ça. Il y a vraiment, moi, c'est ce qui m'a toujours plu. J'ai fait un petit peu de syndicalisme médical à côté, mais ce qui m'a toujours intéressé dans SOS Médecins, c'est qu'il y a un esprit, on appelle ça la famille, nous, chez nous, mais il y a vraiment un esprit d'efficacité, de dynamisme, dans un contexte libéral pur, voilà, où on aime bien être nos propres chefs pour organiser, pour avoir une réactivité, mettre en place des choses qui correspondent à un besoin, et ça, c'est un esprit particulier. C'est Lascar qui nous a mettre tous les moyens nécessaires et tout faire pour sauver les gens. C'est l'esprit de SOS Médecins. Oui, en tout cas, celui de départ, et on essaie de continuer à faire les urgences. Au départ, SOS a donc été créé sur les urgences. Pendant des années, ça a été effectivement la prise en charge des urgences. Et puis bon, l'essor de SOS s'est fait après, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, historiquement sur les urgences. D'ailleurs, les recrutements au départ étaient effectivement des gens qui étaient des anciens médecins du SAMU et des médecins des urgences. Et puis voilà, maintenant on fait une prise en charge de la permanence de soins globale, de la médecine générale, de la continuité des soins, parce que voilà, on est face à un milieu où il manque du monde. Oui, alors on le disait, hein, ça a été vraiment un visionnaire à cette époque, parce qu'on l'a dit, il n'existait pas grand-chose, quelques peut-être services de permanence, mais le SAMU n'existait pas, il sera créé en 76, et on pourra appeler le SAMU qu'à partir de 79. C'est ça, le numéro 15 est arrivé après. Est arrivé bien après. Et ben c'est vrai, hein, si on se trouve dans un endroit, et si on n'est pas trop au courant de ce qui se passe, et ben si on a quelqu'un qui fait une crise cardiaque chez lui, on mourrait.
Oui, tout à fait. C'était comme ça à l'époque. Alors ce qui est fou, il faut quand même le dire, ce qui est fou, c'est que, bon, pour lui, c'est une révélation, cette histoire. Oui. Et il se dit, comme vous l'avez dit, on peut soigner plus facilement les tuyaux que les coronaires, il y a un truc qui va pas. Et vous savez qui va aller voir, vous le savez, il va voir SOS Plombier. Oui, oui. Il va voir SOS Plombier, il va leur dire, voilà, ce que vous faites est extraordinaire, moi je voudrais faire la même chose en médecine. Il dit ça au plombier, est-ce que vous pouvez me monter ça? Eh bien, un mois après, SOS Plombier appelle le docteur Lascar en disant, voilà, on a quelques voitures qu'on a équipées de sortes de talkie-walkie à l'époque, des radios. On a un local à mettre à votre disposition. On a un numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, c'était d'ailleurs comment il s'appelle? Port-Royal 5199. C'était le numéro de SOS Médecin à l'époque, voilà. Et vous pouvez attaquer. Et il va attaquer. Alors, il va voir les commissariats. Les commissariats, bon, ne sont pas très emballés pour placarder ce numéro de téléphone dans leurs locaux. Et il va voir la presse. Et là, la presse, comme toujours, ils disent, oh, c'est une bonne idée ce que vous faites là. C'est pas... D'accord, on met un encart dans nos journaux. Donc, ils mettent un encart dans les journaux en disant qu'à partir du 20 juin 66, à partir de 20h, eh bien, vous pourrez appeler ce numéro pour avoir un médecin en cas d'urgence. Et ça marche. Ça marche, puisqu'ils reçoivent dans la nuit une dizaine de coups de téléphone. Il dira d'ailleurs, lui, on a sauvé une vie. Oui. Et la presse, elle, va faire la une des journaux le lendemain en disant, voilà, ça a marché, etc. Et ben, ce ne sera pas du coup de tout le monde, puisque les syndicats... Oui. Juste une remarque, ce qui est remarquable en plus, c'est que ça n'existait pas ailleurs. Non. C'est une notion où la France a été novatrice là-dessus. Tout à fait. Lascar était vraiment une idée, quelque chose qui n'existait pas ailleurs dans aucun pays. Tout à fait. Et ça n'existe toujours pas d'ailleurs. Bon, je crois qu'il y a un SOS en Suisse, il y en a une en Côte d'Ivoire, il y en a un au Luxembourg, il me semble aussi, non? Il y en a en Belgique, il y en a en Grèce, et il y a eu un service identique, je sais pas s'il marche toujours à Londres. Et puis aux États-Unis. Et au Sénégal. Au Sénégal, oui, un très bon SOS au Sénégal qu'on connaît bien. Voilà, mais autrement, comme vous dites, ça n'existe pas. Et aux États-Unis, il avait été contacté, Lascar à l'époque, pour créer SOS États-Unis, et ça n'a pas marché. Non, pour des raisons techniques, ça n'a pas marché. De mode. Puis c'est pas la même esprit, c'est pas la même. Alors, en fait, il était probablement trop novateur et trop précurseur parce que ça n'a pas marché à l'époque. Il a suivi un échec, mais par contre, maintenant, ça se remet en place, pas sous le nom SOS, mais il y a des services identiques qui sont mis en place dans les grandes villes. Ah, d'accord. Donc voilà, écoutez, ça part, mais par contre, comme je le disais, au niveau de la profession, c'est une levée de bouclier. Les médecins parlent de concurrence déloyale, par publicité, de médecine foraine, parce que les médecins n'ont pas de locaux. Oui. À titre personnel, colère des syndicats du Conseil de l'Ordre, d'ailleurs souvent ils font partie des deux, les sous-bibles, et qui les traduira en conseil de discipline. On parlera d'exercice illégal de la médecine, de violation de la déontologie. Et tenez-vous bien, ce harcèlement va quand même durer jusqu'à la fin des années 80. Oui. Procès après procès. On a eu quelques déconvenus de la part de nos confrères. Voilà. Mais c'est vrai que probablement parce que c'était un type d'exercice nouveau qui surprenait, y compris nos propres instances. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de cabinet fixe, on était dans la voiture toute la journée, on intervenait vite sur un simple coup de fil, traité par un standard qui essaye de déterminer un petit peu les gravités. Donc tout ça était tout à fait nouveau à l'époque, l'est toujours parce que c'est pas l'exercice majoritaire de nos confrères qui sont en cabinet, et donc on a toujours, voilà, il y a toujours eu des moments où on a eu un petit peu des contrariétés de la part de nos confrères parce qu'on était atypique dans ce paysage et voilà, la nouveauté fait parfois peur. Oui. Ça les dérangeait un peu de perdre quand même cette suprématie qu'ils avaient dans les cabinets de ville. Alors, c'est surtout que voilà, on était atypique, un mode d'exercice qui n'était pas forcément souhaité par nos confrères, et en fait des inquiétudes, je pense aussi, peut-être légitimes. Puis bon, l'histoire montre que on a dès le début été plébiscité en fait par les patients, et que nous c'est une valeur qu'on défend et qui est la plus importante. On est toujours plébiscité par nos propres patients qui apprécient le service. On n'est pas là pour remplacer nos confrères en ville, on est là pour donner un coup de main lorsqu'ils sont pas disponibles et en service aux patients. Il faut saluer votre pugnacité parce que quand même les problèmes ont duré de 66, allez on va dire jusqu'au début des années 90. Vous avez tenu 26 ans quand même dans ces conditions. Oui, mais il y avait déjà à l'époque dans les années 90 un groupe important. La SOS Médecins France était constitué en fédération. Il y avait donc
voilà, les médecins étaient déjà assez nombreux, donc ça donnait une force. Et puis, je pense que quand on fait ce type d'exercice au quotidien, on voit très vite, moi c'est ce qui s'est passé personnellement quand je suis rentré à SOS Médecins, on voit très vite l'utilité pour le patient. Et voilà, c'est quelque chose qui est très valorisant personnellement, parce que on est vécu quand on arrive en pleine nuit sur quelqu'un qui fait une colique néphrétique, et qu'on soulage rapidement à domicile, sans le faire attendre 3 heures aux urgences, etc. C'est quelque chose qui est remplaçable. Ça se discute même pas. Voilà. On va en parler un peu plus. Et c'est ça qui nous donne la force, je pense, de vouloir imposer le modèle en disant non, mais c'est une bonne idée, il faut la faire, il faut la continuer, et déjà à l'époque c'était ça. RCF, c'est d'actu, Marc Armentet. Voilà, je rappelle que nous recevons le docteur Betty, président de l'association SOS Médecins Toulon. Alors, bon, aujourd'hui, SOS, c'est 63 associations SOS Médecins en France. C'est ça, c'est 1000 médecins maintenant. 1000 médecins. 1000 médecins répartis en fait un peu dans toute la France, dans les grandes villes, les centres urbains, des endroits où il y a une concentration de population. Mais on couvre en gros 60% de la population, et on fait 80-90% de la permanence de soins sur le territoire français. C'est énorme le travail que vous faites. Oui, je pense quand on agglomère effectivement au sein de la fédération toutes nos données, toutes nos interventions, c'est un élément important en permanence de soins. Hein. On revendique un petit peu ce rôle d'être un acteur incontournable. Et depuis quelques années, on revendique ce rôle auprès des pouvoirs publics, auprès des institutions, parce que on est d'essence libérale pure. Chaque association était dans son coin, fait partie d'une fédération, mais l'essentiel de notre travail, c'est sur le terrain, et on n'a pas une culture de relationnel vis-à-vis des institutions, ce qui fait qu'on a été longtemps mis à l'écart. Vous disiez au départ qu'on était même un petit peu les parias, vus comme des parias, moi j'ai connu ça, critiqués, etc. Ça, c'est de l'histoire ancienne. Maintenant, on est passé effectivement de très bonnes relations avec nos confrères et les institutions ordinales. Mais par rapport aux institutions publiques, du ministère de la Santé, de la DGOS, on a effectivement un déficit de communication, une méconnaissance de ce système, parce que voilà, on est D'autant plus que SOS Médecins, au niveau des interventions, ça ne coûte pas cher à la collectivité. Je dirais presque en dehors du paiement des honoraires, bien entendu, qui est remboursé par la Sécu, là. Bon. Mais au niveau des prestations, ça ne coûte rien à la collectivité. Alors que lorsqu'on est pris en charge par le 15, ce sont des salariés, tout le matériel est payé par l'État, etc. Tout est payé par l'État. SOS, vous êtes totalement autonome. En revanche, vous prenez en charge la totalité des moyens. C'est-à-dire que le standard, les voitures, les médecins, etc. Tout ça est pris en charge par SOS. C'est ça. On est un cabinet de groupe libéral, donc qui est rémunéré uniquement avec des honoraires des médecins et des astreintes, mais qui sont dérisoires par rapport au coût de fonctionnement. Et donc effectivement, on est un modèle libéral, et nous c'est un peu ce qu'on revendique. On a un rapport coût-efficacité qui, je pense, est irremplaçable. On avait essayé nous de faire travailler un cabinet d'audit sur une comparaison réelle, pragmatique des coûts sur la permanence de soins il y a quelques années. On n'a jamais réussi au niveau du pouvoir public à avoir des chiffres sérieux sur le coût d'un passage aux urgences, avec la structure, avec les administratifs derrière, avec toute l'organisation qui met en place. Mais bon, les simples comparaisons sont très faciles. C'est-à-dire que le soir, les actes de SOS peuvent paraître chers entre guillemets pour les patients. Ils sont parfois étonnés parce que ils appellent souvent à des horaires de nuit, de fériés. Et on applique on est tous des médecins conventionnés secteur 1, c'est-à-dire que tous nos horaires sont entièrement remboursés par la Sécu plus les complémentaires. Pour donner une idée, un acte de férié chez nous c'est 53 €. Le patient fait l'avance, 53 € est remboursé. S'il passe aux urgences pour le même motif, et en ce moment avec les grippes, on voit beaucoup de grippes qui vont aux urgences alors qu'ils n'auraient rien à y faire sauf à contaminer d'autres personnes, c'est minimum 150 €. Le passage aux urgences, s'il va par ses propres moyens, s'il n'y a pas d'ambulance, et si derrière il n'y a aucun examen, sinon tout de suite la facture monte encore. C'est ça, oui, tout à fait. Donc même en matière de coût pour la collectivité, on est tous persuadés que le modèle SOS est un rapport coût-efficacité qui est très intéressant. Qui est très intéressant pour la collectivité, disons. Tout à fait. Alors SOS national, je parle sur le plan national, c'est 6 millions d'appels par an. Je pense que c'est plus aujourd'hui. Parce que ce sont des statistiques qui remontent à 1 ou 2 ans. 6 millions d'appels par an, avec l'ouverture d'environ 4 millions de dossiers médicaux, plus de 2 millions de visites à domicile. Enfin, je veux dire que
C'est devenu incontournable, SOS. Oui, ça a grossi, ça a énormément augmenté avec la baisse des visites faites par nos confrères, avec les problèmes de démographie médicale notamment. Où, nos confrères sont en ville, médecins traitants sont de moins en moins nombreux, leurs cabinets sont pleins, donc effectivement ils privilégient la consultation par rapport à la visite pour pouvoir faire face à la demande. Et nous on s'est organisé et on a développé la visite au maximum. C'était le départ de SOS, puisque c'était d'urgence. Au départ c'était que la nuit, non, il me semble. Que la nuit, que les week-ends. Et c'était vraiment sur les horaires de permanence de soins, là où il y avait personne. Et pourquoi maintenant c'est 24 heures sur 24 ? Parce qu'il y a une grosse demande en continuité des soins, ce qu'on appelle, qui sont les horaires de semaine en journée, lorsque les cabinets de nos confrères sont ouverts, mais où ils ne sont pas assez nombreux pour faire face à la demande. Donc on a des patients, alors on le tente plusieurs fois par jour, les gens nous appellent parce qu'il y a assez de gens dans leur médecin qui leur dit je pourrais vous voir que dans 3 jours. Lorsqu'on a un gamin qui a 40 de fièvre, qui tousse, on a l'impression qu'il a du mal à respirer, ça peut être une simple grippe, ça peut être aussi autre chose de plus grave. Donc effectivement, les gens ont besoin d'une réponse et je pense qu'au niveau sécurité sanitaire... Ceux qui vous reprochaient il y a quelques années, quelques décennies de leur faire de la concurrence déloyale, aujourd'hui ils ont besoin de vous, quoi. Oui, puis je pense que les chiffres de démographie médicale actuelle et l'augmentation de la consommation médicale font que il n'y a plus de notion de concurrence en matière de médecine, même vis-à-vis des hôpitaux. Vous disiez qu'on était antérieur au 15 et au SAMU, ce qui est vrai. Au départ, c'était vécu comme une émulation entre les deux services, même s'il y en a un qui est public, l'autre qui est privé, les moyens ne sont pas les mêmes. On a beaucoup de gens de chez nous qui sont issus des SAMU et des urgences. Lorsque le SAMU a été créé, le centre 15 a été créé, on avait un petit peu une volonté d'aller le plus vite possible sur les urgences et d'arriver avant eux. On a toujours travaillé en très bonne entente, en tout cas sur Toulon, il n'y a jamais eu de problème. Et effectivement, c'était cette émulation, cette façon d'intervenir. Mais maintenant, on le voit avec les urgences, en fait, si vous voulez. C'est-à-dire que si les médecins sont débordés, les gens appellent SOS médecin. Et si SOS médecin est débordé, les gens vont aux urgences. Donc il y a toute une chaîne, en fait, de soins. Et on a notre place là-dedans. On est l'avant-dernier échelon avant les urgences et le 15. Et donc, on a un travail qui augmente de plus en plus. Ça, c'est certain. Alors au niveau technique, d'après ce que j'ai compris, vous pouvez, je crois, aujourd'hui avoir directement en ligne les services du 15. C'est ça. Le patient, le médecin qui est chez le patient, vous au niveau du standard. Depuis quelques années, effectivement, on a une interconnexion téléphonique avec le 15, toutes les associations en France ont ça, et qui permettent d'avoir des bascules téléphoniques automatiques entre le 15 et SOS et le patient pour faire la conversation à 3, où on peut transférer l'appel directement sur une ligne d'urgence prioritaire, de façon à ce que les soins soient organisés au moins possible. S'il s'agit d'une urgence vitale avec besoin d'une intervention d'une équipe de SMUR, nous on bascule tout de suite l'appel sur le 15. Eux, s'ils ont un appel, et c'est très fréquent, ou c'est juste de la permanence de soins, où il faut un médecin qui puisse venir, mais ça va se gérer dans les heures qui viennent, ils nous rebasculent l'appel aussi. Je vais vous faire entendre un petit extrait, c'est consternant ce qu'on va entendre. Mais pour dire dans l'esprit des gens, aujourd'hui, ce que représente toujours SOS Médecins. Oui. Écoutez, c'est sur une radio nationale avec un animateur quand même relativement connu. Écoutez, c'est stupéfiant. Si j'ai besoin le samedi après-midi ou à 2h du matin d'un médecin, je peux appeler justement pour éviter d'atterrir aux urgences ou pour éviter d'appeler le SAMU par exemple. Mais donc, ce sont de vrais docteurs. Ah oui. Ah bah bien sûr. Non, mais c'est ça, mais qui ont les mêmes diplômes que tout le monde. Ah bah de toute façon, pour être docteur, il faut être docteur. Donc ils sont docteurs en médecine. Non, parce que des fois certains disent, mais comme ils n'ont pas de cabinet, etc. Ah non, pas du tout. Mais moi j'ai pas de cabinet. Par exemple, je suis aux urgences et je suis un vrai docteur. Oui, bon. C'est quand même stupéfiant d'entendre en 2017 des âneries pareilles sur une chaîne nationale avec des animateurs, je veux dire, qui devraient avoir un peu plus quand même, qui devraient au moins préparer leurs émissions. Parce que là, bon, vous connaissez peut-être, il recevait Gérard Clerzec, qui est aujourd'hui un médecin urgentiste, qui fait beaucoup de médias. C'est un garçon qui s'est un petit peu lancé dans ça. Et il parlait des SOS médecins, et vous aviez l'animateur qui est très connu, par Charité Chrétienne, je ne citerai pas le nom, qui sort une chose pareille. À 1 heure de grande écoute, c'est quand même incroyable. J'ose espérer, je vais lui donner le bénéfice du doute, j'ose espérer qu'en fait il était volontairement provocateur pour essayer d'avoir une réponse précise. Non, je l'ai vu, il plaisante pas, il pense qu'SOS médecins, ce sont des médecins d'opérette, quoi. Alors que c'est pas le cas du tout, au contraire, bien au contraire, parce qu'on va un petit peu en parler de cette spécificité. Parce que dans chaque association SOS médecins, il y a un médecin qui est coordinateur, d'après ce que j'ai compris, c'est-à-dire le régulateur, le médecin régulateur, qui va juger
l'importance de l'appel ou pas? C'est une obligation. Alors, c'est pas dans chaque association, ça dépend beaucoup de la taille de l'association, et c'est pas forcément 24 heures sur 24, hein, puisqu'on a notre modèle libéral fait qu'on n'est payé rémunéré que par nos actes, et donc un acte de régulation est non rémunéré par définition en libéral. Donc effectivement, on essaye, lorsque l'augmentation des appels est importante, de mettre en place un médecin régulateur posté. Dans les autres associations, en fonction de la taille, il y a toujours un médecin qui est joignable au téléphone pour donner un avis, pour effectivement faire ce travail d'orientation, de régulation, soit pour juger du degré de gravité d'une urgence, soit pour donner un conseil. Mais il est joignable au téléphone entre deux visites, lorsqu'il n'est pas forcément posté. Ça a été, et c'est toujours d'ailleurs une opposition qu'on a avec les services publics là-dessus, mais nous on défend que voilà, ça coûte beaucoup moins cher et l'efficacité. Qu'est-ce qui fait qu'on prenne au niveau de SOS Médecins, je parle, la décision d'envoyer aux urgences, etc. Qui est-ce qui prend cette décision? C'est le médecin qui visite? Alors il y a un premier tri à l'appel qui est fait par le standard. Parce que le médecin peut appeler le 15, lui, du coup, de chez le patient. Oui, il peut appeler l'hôpital. Bien sûr, on a des lignes prioritaires aussi pour le 15. Chaque médecin peut joindre sur une ligne particulière. Donc lorsque le patient appelle, le décroché est fait par une standardiste permanencière ou auxiliaire de régulation médicale. Il n'y a pas d'appellation officielle, en tout cas en libéral. Il y en a au 15, mais pas chez nous. Mais le travail est le même, c'est-à-dire qu'elle fait un tri, elle forme même un tri très important, où elles sont formées. Hein. Nous, on n'a pas de diplôme pour ce genre de métier, mais on les a formées, et nous, sur Toulon, c'est typique, on a développé en fait des formations de nos employés, de façon, et on les garde, elles sont expérimentées, elles font un très bon travail de façon à trier la gravité, et donc voilà, à déterminer si c'est faisable par SOS, dans quel délai, prioriser les visites en fonction de l'urgence. Les gens ne comprennent pas forcément, hein, ils appellent et puis il y a d'autres patients qui vont passer avant eux, parce que tout leur travail au niveau standard, c'est justement de prioriser en fonction de la gravité, et sur les urgences vitales, de renvoyer, ou potentiellement vitales, qu'on ne pourra pas faire dans un délai rapide, de renvoyer sur le 15 pour avis, intervention, s'il faut. Alors SOS Médecins Toulon, ça a été créé en 1982. C'est ça. D'accord. Plus de 30 ans. Donc, au départ, je me souviens, les locaux étaient au port de Plaisance, là-bas. C'était un tout petit... Vous l'avez connu? Oui. Hein, quand c'était en dessous d'un immeuble, là, c'était face au bateau, mais c'était tout petit. Au Drakkar, oui. Au Drakkar, c'est vrai, c'est ça. Et là, aujourd'hui, les locaux sont à Valgora, hein, ce sont des locaux importants, dans lesquels il y a, on va en reparler parce que c'est important, on peut faire des visites sur place. C'est ça, on a en gros 400 mètres carrés depuis peu, on a installé de nouveaux locaux où on a 200 mètres carrés dédiés à la régulation et à la prise d'appel, et 200 mètres carrés dédiés à des box de consultation. Donc aujourd'hui, un patient peut téléphoner directement à SOS Médecins pour prendre un rendez-vous et être reçu directement à Valgora. En consultation, oui. En consultation. Ça, c'est ce développement de consultation. C'est fait depuis déjà quelques années dans d'autres structures SOS, et nous on y est venu un peu tardivement, mais l'histoire est peut-être trop longue pour l'expliquer à la radio. On devait les faire à l'hôpital, puis on n'a pas pu pour X raisons. Et donc on l'a fait au sein de nos locaux sur le principe SOS, c'est-à-dire que ce sont des consultations sur rendez-vous uniquement. Et l'idée est venue du fait que l'augmentation de notre activité se fait avec ce qu'on disait la continuité des soins, c'est-à-dire les patients qui n'arrivent pas à trouver leur médecin disponible dans un délai suffisamment raisonnable dans la journée. Et donc ce sont des patients qui se seraient déplacés chez leur médecin et qui n'ont pas forcément besoin d'une visite à la maison, qui peuvent se déplacer. On fait notamment beaucoup de pédiatrie dans cette consultation, puisque les enfants, même avec 49 fièvres, on peut plus facilement les déplacer qu'un adulte. Et donc voilà, on répond aux besoins de... Un rendez-vous avec un pédiatre aujourd'hui, c'est 3 mois. Hein. Ophtalmo, cardiologue et pédiatre, c'est 3 mois. Hein. C'est ça. Et je pense que dans quelques années, de toute façon, il n'y aura plus de pédiatres en ville, hein, ils seront plus qu'à l'hôpital. Ils sont plus assez nombreux, hein, c'est clair. Et donc voilà, on peut avoir un rendez-vous, une consultation, mais sur rendez-vous. On insiste là-dessus, c'est dire ça, c'est pas la peine de venir spontanément à la consultation parce qu'on n'y sera pas pris. Il faut absolument toujours passer par le centre d'appel. Et pour une raison que... Le numéro déjà, c'est... On va le dire quand même. Si vous voulez, c'est 04 94 14 33 33. 33 33 évidemment. Ouais. Ou le 36 24 qui est le numéro national de SOS Médecins. Maintenant, il y a le numéro national 36 24. C'est ça. Et on tombe directement chez vous à Toulon. Tout à fait. Il y a une redirection automatique d'après la localisation de la 36 24. 36 24 qui est un numéro national qui marche, qui répond en France entière. H24. C'est le seul. Alors SOS Médecins Toulon, c'est 45 médecins actuellement, plus les remplaçants, une dizaine à peu près. Oui. Et ce sont eux qui font tourner cette... C'est ça, c'est-à-dire qu'on est le plus gros cabinet de médecine générale du Var.
C'est vrai? Et on est 3e ou 4e SOS médecins de Alors d'où France. ils viennent ces médecins? Est-ce que ce sont des jeunes internes qui se lancent avec vous? Est-ce que ce sont des libéraux qui quittent leur cabinet de ville pour vous rejoindre? Est-ce que ce sont des hospitaliers, hein? On a vu là dernièrement que ça chauffe pas mal, hein, chez les urgentistes. En ce moment, on a vu ce matin 11 démissions chez les médecins urgentistes de l'hôpital de Dreux. Oui. Au mois d'octobre, c'était 11 médecins aussi urgentistes de l'hôpital d'Avignon. Je pense qu'ils en ont marre, hein, de cette... Probablement de leurs conditions de travail et de la lourdeur de l'institution, d'administration probablement. Le recrutement SOS a été historiquement sur les urgences et les SAMU. Hein. Beaucoup à Toulon étaient issus des SAMU 83 et 13, voire des SAMU parisiens. Et après, il a augmenté avec de jeunes médecins qui sont tous formés à l'urgence, qui ont tous un attrait pour ce type d'exercice. Et c'est vrai qu'on a pas mal de gens, moi c'était le cas aussi, qui ont fait un début de carrière à l'hôpital et qui après passent en libéral, veulent le système libéral, être leur propre chef, avec toute efficacité, tout l'engouement que ça peut entraîner. Moi, vu ce que l'on observe aujourd'hui, après la loi Marisol Touraine, la loi santé, etc., les problèmes que cela pose, les problèmes d'infrastructure, j'ai l'impression qu'on ira de plus en plus vers justement une médecine SOS médecin. Je pense qu'elle est devenue plus qu'importante aujourd'hui. Parce que sans vous, là, aujourd'hui, il y aurait un gros problème de soins dans les régions. Je pense que les hôpitaux pourraient pas faire face, tout simplement. Hein. Sur des périodes épidémiques comme ça, les hôpitaux pourraient pas faire face. Ce que je vous disais, c'est qu'on a 4 à 6 millions de malades grippés en ce moment, où on les aura au pic, sur 65 millions d'habitants, ce qui représente, il faut pas paniquer, c'est maximum, même pas 10%. Presque 67 aujourd'hui. Hein. Oui, donc on n'atteint pas les 10% de malades grippés, mais malgré ça, notre système de santé est en tension, les hôpitaux n'arrivent pas à faire face, etc. Donc il faut, effectivement, il y a toute la place et il faut la développer pour des structures libérales beaucoup moins chères, finalement plus efficaces qu'un passage aux urgences, parce qu'une grippe, tous les médecins, tous les confrères le savent, ça se règle en 10 minutes, 15 minutes au chevet du patient avec des médicaments habituels, classiques. Il n'y a pas besoin d'attendre 4 heures dans un service d'urgence au milieu de malades plus graves pour pouvoir faire ça. Et donc la réponse, effectivement, est beaucoup plus efficace et adaptée, je pense, avec des systèmes comme SOS. RCF, Marc Armentet, c'est d'actu. Alors nous allons parler aussi de quelque chose, moi, qui me tient beaucoup à cœur. Ce caractère que l'on retrouve chez SOS Médecins depuis Dr Lascar en matière d'innovation. Écoutez cette petite bande-son, il s'agit de la commission scientifique des SOS Médecins. Écoutez. La commission scientifique, elle a un rôle assez important, assez majeur, d'interface entre les nouvelles technologies, on va dire, les dernières inventions, les dernières publications et les médecins de SOS. Ces dernières années, on a vu apparaître des petits électrocardiogrammes qui ont la taille d'un gros téléphone portable, on va dire, ce qui est très pratique pour la mallette parce qu'on peut l'emporter tout le temps. C'est un électro qui va être fait de la même façon que l'ancien, mais dont le tracé va être numérisé, donc on va pouvoir l'envoyer par email, c'est ce que je fais, on est plusieurs à le faire à SOS. On peut l'envoyer au médecin du SMUR pour avoir un avis, à un cardiologue référent éventuellement, au cardiologue du patient, l'envoyer au service d'urgence là où le patient va, donc que ce soit sous format imprimé ou même d'une façon électronique ou internet par email. Ça, c'est une grande nouveauté. Il y a pratiquement 300 médecins sur la France qui sont formés et qui commencent à pratiquer l'échoscopie. Donc, ce qui veut dire, c'est l'échographie au lit du patient, ou l'échographie qui n'est pas dans tout cas dans un centre d'échographie, qui n'est pas faite par un radiologue, qui est faite par un médecin généraliste qui peut être dans son cabinet, mais pour nous, en tout cas, qui est faite au lit du patient par les médecins de SOS. Il y a un travail avec les radiologues, les sociétés françaises de radiologie et Fédération française des ultrasons, afin d'optimiser cette technique, de faire en sorte que la formation soit optimale et pour travailler ensemble. Donc il n'est pas question de remplacer les radiologues, mais c'est une sorte de prolongement de notre stéthoscope ou de notre main de clinicien. Voilà, Myrna Saloum, responsable de la commission scientifique SOS Médecins. C'est pas rien ce qu'elle a dit quand même.
Non, tout à fait. Hein. C'est même c'est pas visible lorsqu'on voit un médecin de SOS, mais on s'en rend pas compte. Derrière, il y a tout un travail de réflexion en permanence. Hein, c'est le dynamisme du docteur Lascar dont je vous parlais au départ qui continue de plusieurs façons, et notamment sur cette volonté d'évoluer, de faire évoluer les technologies, de faire évoluer l'organisation pour répondre au mieux possible aux demandes des patients et à leurs besoins. Et le Dr Saloum parlait effectivement de ces écoscopes où on se forme. On a 300 médecins sur les 1000 qui sont formés à ça. Les électrocardiogrammes tout petits sur les portables, on est en train de tester nous sur Toulon pour voir si c'est effectivement intéressant, s'il y a des améliorations à apporter. On a en permanence une démarche comme ça d'amélioration. On a depuis quelques années, et ça c'est vrai pour toutes les associations maintenant, un dossier médical en fait qui est sur un téléphone portable, qui est un véritable mini ordinateur maintenant, et sur lequel on rentre tous les antécédents des patients, leur histoire de maladie, ce qui nous permet d'avoir une continuité, c'est-à-dire que même si plusieurs médecins interviennent à des moments différents, à partir du moment où c'est SOS médecin qui a pris l'appel, ils ont le dossier médical du patient, ses allergies, etc. Juste une petite anecdote par exemple, on a développé ce dossier médical alors que le dossier médical personnel est quelque chose qui en France est sur les rails depuis longtemps, mais il n'existe toujours pas, a coûté déjà des fortunes aux contribuables. Nous, voilà, on a mis en place gratuitement un outil pour améliorer notre travail et la qualité et la sécurité des patients, et ça a été fait en un an. On a des systèmes informatiques qui sont dédiés à SOS médecins, où on fait travailler des industriels pour nous. À côté, en face, on voit dans le service public, lorsqu'il s'agit de changer le logiciel du SAMU, ça prend 10 ans. Là, on a une commission nationale. Dans ce pays, tant qu'on ne laissera pas faire ceux qui savent, ça marche pas. Ils veulent pas, c'est incroyable. Et donc, c'est ce qui est attirant dans le système SOS, c'est qu'il y a cette réactivité, cette volonté de faire évoluer les choses. Parce qu'en plus, les données que vous récoltez, tout au long de l'année, servent effectivement, aux services de santé nationaux pour évaluer les risques d'épidémie, les évolutions des maladies, etc. Vous faites un travail considérable de renseignement à ce niveau-là. C'est ça, et qui dont en fait, ils se servent. Et tout simple, c'est-à-dire que chaque fiche, chaque patient que voit un médecin de SOS, quand il clôture un diagnostic, c'est transmis automatiquement tous les matins. Donc France entière, les 1000 médecins, quand ils clôturent une fiche, c'est transmis tous les matins sur un serveur qui analyse. C'est anonymisé, hein. C'est anonymisé, bien sûr. C'est important de le dire. Voilà, c'est avec un avis favorable de la CNIL, enfin, etc. Et c'est transmis à l'INVS, l'Institut national de surveillance sanitaire, et c'est en même temps, nous, sur un serveur sur lequel il y a des études qui sont faites en temps réel, qui permettent de détecter les épidémies, les pathologies qui montent, etc. Alors, autre chose aussi qu'il faut préciser rapidement, c'est que vous participez, au niveau de SOS Médecins, vous participez à la formation des internes en médecine générale, pour les préparer à la pratique ambulatoire des urgences, des soins non programmés, et pour contribuer aussi à inciter peut-être certains d'entre eux à rejoindre SOS Médecins. Oui, tout à fait, parce que voilà, on a réussi, c'est pas partout, on a des difficultés pour le mettre en place. Nous, surtout là, on a enfin le docteur Ducrot qui a eu l'agrément maître de stage, c'est-à-dire qu'elle reçoit des internes qui viennent avec elle en visite, en consultation, et qui font leur stage chez le médecin généraliste comme ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des retours très positifs. Chaque fois où ça a pu être fait, on a des retours très très positifs des internes, des associations d'internes qui sont emballés, qui connaissent pas ce type d'exercice, et qui effectivement seraient attirés par ce genre d'exercice. Et je pense que face au problème qu'on a de démographie médicale avec une désaffection d'exercice libéral pour les nouveaux médecins qui sortent de la fac, là c'est une solution. Vous recrutez actuellement un SOS Médecin? On recrute jamais autant que ce que l'on voudrait pour faire face aux besoins, mais on a toujours effectivement un recrutement. Alors une dernière question, on arrive au bout de l'émission. Une question qui me taraude. Pour un médecin SOS, le fait de ne pratiquement jamais revoir le patient qu'il a vu la veille, est-ce que ça pose un problème? De ne pas suivre un patient dans la continuité de sa maladie? Alors oui, on a l'impression de ne pas avoir un phénomène complet, une vision globale du patient, c'est plus l'esprit médecin de famille, mais c'est compensé. Alors, on a des médecins qui ont quitté SOS pour ça, parce que ça leur manquait, le suivi, mais c'est anecdotique, c'est pas la majorité, loin de là. Et par contre, c'est compensé par le fait que lorsqu'on intervient, on intervient toujours dans des situations d'urgence relative. Et donc, il y a à chaque fois une petite poussée d'adrénaline. Ouais, tout à fait. Et vous regrettez pas, quelquefois, selon le caractère ou le feeling qui est passé entre vous et le patient, de ne plus le revoir après? Parce que vous n'avez pas le droit de le revoir en principe. Non, c'est ça. Je serai votre médecin traitant, ça n'existe pas. Tout à fait. On refuse d'être un médecin traitant, mais voilà, parce que c'est organisé comme ça. Oui, il y a des gens qu'on aimerait bien suivre, mais c'est l'organisation du système qui fait ça. C'est-à-dire qu'on peut pas être traitant et être disponible 24 heures sur 24 comme le système SOS l'est. Ça viendra, le fait d'être médecin traitant au niveau de SOS Médecin un jour?
En raison justement de la pénurie de médecins que nous connaissons aujourd'hui et qui n'arrivent pas à résoudre. Hein. Alors, il y a une expérience qui s'est développée à Sens, qu'on regarde de près au niveau de la fédération. C'est pour pallier un manque, parce qu'il y avait vraiment des situations dramatiques, et donc de façon transitoire simplement, ils ont accepté d'être médecins traitants de patients qui étaient en grande difficulté, des chroniques qui avaient plus de médecins traitants, mais c'est toujours de façon très transitoire. Docteur Betty, merci infiniment. Je rappelle que vous êtes le président de SOS Médecins Toulon. On a approché un peu mieux, je pense, la notion de ce qu'est réellement SOS Médecins, et je pense que nos auditeurs auront apprécié Merci à vous, cette monsieur petite heure passée Armenté. avec vous. Merci à vous.